Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction à Nutanix Cloud Cluster sur Google Cloud. Après Azure, après AWS, eh bien ça y est, c'est l'arrivée de Nutanix Cloud Cluster sur le cloud de Google. Et donc on est en fin d'année 2025 et ça y est, la troisième plateforme ou le troisième plus gros hyperscaler est désormais disponible dans NC2. Eh bien, ça va être l'occasion dans cette vidéo de faire un petit tour sur ce que c'est que la solution, les ressources qu'elle va utiliser côté Google, et globalement de faire une première passe pour comprendre la valeur et l'implémentation de notre solution dans le monde de Google. Et bien, c'est parti. Là encore, la mind map sera disponible en commentaire de cette vidéo. Alors, pour commencer, pour ceux qui viennent plus du monde Google et qui veulent comprendre ce qu'on est, il est bon de rappeler ce que c'est que Nutanix et sa mission. Donc, Nutanix, c'est avant tout un éditeur logiciel qui existe depuis 2009, et la mission de Nutanix, eh bien, c'est de rendre le cloud hybride le plus simple possible, ouvert et économiquement viable. Et tout ça, finalement, avec une plateforme logicielle qu'on va pouvoir opérer et faire tourner donc, sur différents environnements. Ici, on va parler de Google, mais comme je l'ai cité précédemment, Nutanix Cloud Cluster fonctionne également sur Azure et sur AWS et sur OVH en France. Et l'idée finalement, c'est de prendre cette même plateforme et de la faire tourner n'importe où, ce qui vous permettra de faire tourner n'importe quelle application et de prendre vos données partout, anywhere. Donc, vos applications, votre infra, vos clouds, et ça, c'est vous qui choisissez. Donc, c'est la mission de Nutanix, et c'est dans cette mission-là, effectivement, qu'on va s'inscrire la solution dont je vais vous parler, qui est Nutanix Cloud Cluster, sur GCP. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution hybride, en fait, qu'on va opérer, Nutanix Cloud Cluster. C'est la solution Nutanix qu'on va opérer simplement de la même manière côté cloud que sur du on-prem. Et c'est tout l'avantage, finalement, de la solution. Ça va être avantageux parce que finalement, on va utiliser le même modèle opérationnel entre l'infrastructure dans le data center et l'infrastructure qu'on va faire tourner, Nutanix, qu'on va faire tourner dans l'hyperscaler, en l'occurrence ici Google Cloud. Donc les cas d'usage en fait sont multiples, mais c'est à peu près toujours les mêmes en fait, et c'est à peu près les mêmes que les cas d'usage et les scénarios globalement pour le cloud public. Premier élément qui n'est pas un scénario mais plutôt une conséquence, c'est effectivement de proposer une expérience unifiée qui ne dépend pas finalement de la plateforme cloud dans laquelle on tourne, et ça permet du coup rapidement de faire notamment des migrations, et des migrations avec des populations qui ne sont pas forcément aguerries au monde cloud dans Google, mais qui connaissent bien l'environnement Nutanix. On se sert un scénario assez classique, c'est le disaster recovery, utiliser Google Cloud comme un data center de secours et avoir des environnements de Nutanix de secours, le cas échéant quand on a un problème dans l'environnement à demeure ou qu'on a une cyberattaque nécessitant de pouvoir redémarrer un environnement propre et sain. On va se servir également de Google Cloud pour faire du Nutanix et de profiter finalement d'une élasticité à la demande, parce qu'on va consommer des ressources potentiellement à la demande. Et le scénario classique de migration dont je parlais, c'est le lift and shift. Une migration vers du cloud public, ça prend toujours beaucoup de temps parce qu'on transforme des objets d'un format X en un format Y. Une grosse partie des objets, au moins 50%, c'est des machines virtuelles. Et quand on les transforme d'une plateforme de virtualisation A pour les amener par exemple chez Google Cloud sous la forme d'instances GCE, Google Compute Engine, et là encore, il y a un travail de transformation derrière. Donc là encore, Nutanix Cloud Cluster sur Google Cloud, c'est un moyen pour vous, en fait, également d'accélérer l'adoption de Google Cloud dans une organisation, de migrer rapidement des ressources sans pour autant, entre guillemets, avoir à les transformer ou de faire un V2V, une transformation de format de machine virtuelle, si on parle notamment juste des machines virtuelles. Donc en gros, le déplacement, c'est aussi simple que de déplacer d'un cluster A à un cluster B Nutanix qui serait dans un environnement à demeure, sauf que là, un des clusters sera au moins dans le cloud, et donc les migrations vont aller vite. Voilà, vont aller vite, ce qui permet du coup facilement par exemple, de fermer une sale machine, de ne pas avoir à racheter du matériel et de commencer réellement à consommer dans un environnement cloud. Donc pour cela, on va utiliser des instances Metal qui seront utilisées pour nos workloads. Donc basiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va utiliser certaines instances que je vais citer juste après dans Google, qui sont donc des tailles spécifiques avec des propriétés spécifiques qui vont bien par rapport à nos contraintes en termes de logiciel.
Et en gros, sur ces instances Metal, donc des instances GCE Metal, eh bien, on va déployer de manière automatisée l'ensemble de la stack logicielle Nutanix. Point important, c'est pas un service managé. Donc il y a une matrice de responsabilité derrière qui va dire, en gros, Google va être responsable de fournir du hardware pour la stack Nutanix et le réseau autour, mais ils seront en aucun cas responsables du déploiement de la solution Nutanix ni de son maintien en conditions opérationnelles. Donc ça, c'est une subtilité à voir par rapport à des services comme GCVE, par exemple, qui est du VMware sur Google Cloud, mais qui, lui, par contre, est managé par des équipes de Google. Là, ici, le client, il est maître de la solution à 100% depuis l'installation jusqu'à l'administration et les montées de version. Donc, il n'y a pas de différence logicielle entre du Nutanix qui tourne dans Google Cloud et du Nutanix qui tourne à demeure. Du point de vue stack logiciel, c'était exactement les mêmes binaires qui sont déployés et il n'y a pas de différence derrière. Et donc on doit retenir, parce que c'est pas un service managé et parce que ce sont les mêmes licences et les mêmes logiciels, que dans Google Cloud, utiliser du NC2, finalement, c'est quoi ? C'est l'opérer de la même manière qu'à demeure. La seule différence, et vous l'aurez compris, c'est que la gestion du matériel n'est pas sous votre responsabilité. Et la seule différence également qu'on va avoir, c'est que le provisioning et la gestion de vie du cluster, son agrandissement, son rétrécissement ou la destruction du cluster, seront faits depuis une interface particulière qui s'appelle le Nutanix, le NC2 portail, ou la console NC2, les deux vont aller, et qui eux, effectivement, sont la partie spécifique dans cet environnement-là. Pour le reste, la gestion du cluster et des workloads et des objets qui sont à l'intérieur, ce sera fait par les outils tout à fait traditionnels qu'un administrateur Nutanix connaît, à savoir Prism Element, qui est, on va dire, l'outil simple de gestion d'un cluster, d'un monocluster, et Prism Central, qui lui permet effectivement de gérer plus de choses et de gérer plusieurs clusters. Vous voyez le Prism Central un peu comme le pendant d'un vCenter dans le monde VMware. Ici, à noter, c'est qu'on va déploiera une instance de Prism Central dans la région où on va déployer le Google Cloud. Ce Prism Central tournera sur le cluster Nutanix côté Google Cloud, mais il sera nécessaire. Alors comme je l'ai dit, c'est le même logiciel et les mêmes licences que ce que vous avez à demeure. Donc ça veut dire qu'on va faire tourner le système d'exploitation et l'hyperconvergence pour le stockage qui s'appelle AOS. Et sur l'hyperviseur, on utilisera un hyperviseur qui s'appelle AHV, qui est ni plus ni moins qu'un dérivé de KVM. Hyperviseur qui a été créé en 2015, donc il y a déjà 10 ans et qui a une bonne maturité aujourd'hui, avec beaucoup de clients. On a à peu près 80% de la base de nos clients qui utilisent de l'AHV dans leur environnement, principalement à demeure. Les autres clients, eux, vont utiliser d'autres hyperviseurs en utilisant le stockage hyperconvergé de Nutanix. À noter, c'est que là encore, on va utiliser de l'AOS, mais on va utiliser des versions d'AOS qui sont supportées dans le monde Google. Et là encore, comme le service sort, globalement, on va aligner avec les prochaines sorties de versions d'AOS, mais on supportera probablement pas des versions qui ont 5 ou 6 ans, bien entendu, parce qu'elles sont déjà plus supportées au niveau Nutanix. Je l'ai dit pour les licences sont les mêmes, donc en gros les licences que vous achetez, le véhicule de transaction des licences sera à peu près le même que celui que vous connaissez aujourd'hui, et les licences ne sont pas spécifiques à NC2 et elles sont portables d'un environnement à l'autre. Donc ça veut dire que si vous avez des serveurs à demeure et que vous planifiez de les remplacer, mais que vos licences Nutanix sont encore valables, vous pouvez les remplacer en rachetant du matériel et en investissant et en amortissant, en faisant des capex, mais vous pouvez également directement reprendre vos licences Nutanix et les mettre sur des instances Metal côté Google Cloud. Et là, à ce moment-là, on va avoir, pour la sortie du produit qui est prévue en décembre, on va avoir deux types d'instances. Des instances qui seront optimisées pour le stockage, donc avec pas mal de stockage par nœud. Et ici, on va parler des instances côté Google Cloud, qui s'appellent les Z3 Metal. Et donc ça, c'est leur petit nom détaillé. Z3 iMemory 192 vCPU iSSD Metal. Voilà. Donc ça va être le premier type d'instance qu'on va avoir. Et ça, c'est des instances qui sont plutôt assez puissantes. Elles ont 96 cores. On est sur les 4e générations de Xeon, donc on est sur du Saphir rapide. Il y a 1 Tera 5 de RAM
DDR5 par barre métal, et vous avez un stockage par nœud, donc par instance métal, de 72 Tera, soit 12 NVMe de 12 Tera. Et ça, c'est basé sur Titanium. Donc Titanium, si vous ne connaissez pas, c'est la plateforme, on va dire Google, qui va faire tourner finalement les infrastructures de type métal, et le Titanium SSD va directement utiliser en fait des SSD spécialement designés, custom, qui permettent du coup des bandes passantes et des I/O assez élevés. Et donc effectivement, les Z3 Series utilisent ce type de stockage. Et quand on est dans le métal, effectivement, on va directement utiliser ça. Au passage, il y a également de l'offloading sur la partie processeur, sans entrer dans le détail derrière. Les instances Z3 Metal vont pouvoir également accéder à l'hyperdisque et ont un réseau avec une bande passante allant de 100 à 200 gigabits. Là encore, je rappelle qu'une instance côté Google Cloud va avoir une carte réseau par VPC Google. Donc ça, c'est les premiers types d'instances qu'on va avoir donc pour nos nœuds Nutanix dans Google Cloud. Les deuxièmes types d'instances, ce sont les instances orientées compute qu'on appelle les C4. Et donc les C4, il y en aura deux versions, deux déclinaisons. Il va y avoir la C4 standard et la C4 AMM. Donc la différence entre les deux, vous allez voir, c'est globalement la quantité de RAM disponible. En termes de vCPU, en termes de stockage, ça va être assez similaire. Donc on est sur 144 corps pour les deux, voilà. Donc la différence se situe, effectivement, comme je l'ai dit, au niveau de la mémoire, à peu près 1 Tera de mémoire sur les C4 standards, et un peu plus du double sur les C4 iMemory. Les 144 corps, là encore, on est basé sur des processeurs assez récents, même plutôt très récents. Donc on était sur les Z3 Metal sur des Sapphire rapides, et là les Xeon qui sont utilisés pour les C4, eux, ce sont des Granite rapides. Voilà. Donc ça fait des belles machines. Vous remarquerez effectivement entre le stockage optimize, où chaque nœud aura 72 Tera de NVMe ou de SSD ultra rapide, appelez-le comme vous voulez, et les computes ont beaucoup moins de stockage local, ce qui peut paraître un peu déséquilibré en termes de ratio vCPU, mais là encore il y a des workloads pour lesquels ça se prête plutôt bien. On peut notamment citer des workloads de type VDI. Nutanix est beaucoup utilisé pour les solutions de VDI, et quand on a du VDI avec des pools de postes virtualisés qui sont tous les mêmes et génériques, eh bien c'est sur ce genre d'environnement où les solutions Nutanix, on va dire sur la partie stockage, Software Defined Storage, peut être particulièrement performant sur la partie dédupe et compression, et auquel cas, du coup, ça peut prendre un sens d'avoir finalement des instances avec moins de volume, moins de stockage, et plus effectivement de mémoire ou de corps. Instance supportée dans un cluster, donc le minimum dans un cluster, c'est 3 nœuds, pour faire de la production et pour la résilience du stockage hyperconvergé. On pourra néanmoins faire des clusters mononœuds. Là encore, c'est plus pour un usage de démonstration ou de test. C'est pas fait pour la production, parce que si on perd le nœud, on perd les datas avec. Et ensuite, on pourra aller jusqu'à 28 nœuds par cluster. Ça, c'est le chiffre aligné sur toutes les plateformes NC2. Ce qui est déjà beaucoup, et généralement les clients vont plutôt faire des clusters entre 3 et 14 nœuds, plutôt que de faire un gros cluster où il y a tout à l'intérieur. Là encore, après, ces nœuds seront dispatchés dans des racks différents. J'ai pas le détail du nom de comment ça s'appelle encore dans Google en termes de placement policy, mais l'idée quand même, c'est que chacune de ces instances métal ne sera pas côte à côte dans le même rack, ce qui pourrait avoir une panne d'alimentation ou une panne au niveau du top of rack switch. Sur les régions supportées, donc au lancement, il devrait y avoir 17 ou 18 régions supportées. On en a la liste ici de toutes les instances de type métal, que ce soit les C4 ou les Z3. Donc prenez ensuite les régions qui vous intéressent et allez vérifier que ça match. Si on revient un petit peu sur la partie, on va dire Europe, les premières, par exemple, les instances métal de type Z3 seront disponibles aux Pays-Bas, seront disponibles en Belgique et seront disponibles également à Francfort. Là encore, après, le calendrier va changer probablement, parce que les instances ne sont pas spécifiques
à Nutanix, elles sont utilisées pour d'autres solutions, et donc le calendrier de déploiement va dépendre un petit peu de la demande des clients dans les différentes régions. Voilà. Du point de vue architecture réseau, donc comme je l'ai dit, finalement, à quoi ça va ressembler tout ça? Eh bien, ça va ressembler à l'utilisation effectivement d'instances de MetalShape Google Cloud Engine sur lequel on aura notre software. Il va y avoir donc les machines virtuelles Nutanix qui vont tourner dans le Software Defined Network de Nutanix qui s'appelle Flow Networking. Et ce software va tourner en overlay par rapport au réseau, au VPC de Google. Et donc en overlay des subnets qui sont dans ces VPC. Du coup, on aura un mécanisme dans le cluster qui fera la transition entre le monde réseau Nutanix et le monde réseau Google. Et puis, généralement, c'est assez rare d'avoir des clusters Nutanix qui ne sont que dans le cloud. Ils sont souvent après reliés avec des environnements Nutanix qui sont principalement à demeure, mais qui pourraient être chez d'autres fournisseurs de cloud. On va dire à demeure dans la majorité des cas. Et dans ce cas-là, l'interconnexion qu'il va y avoir entre les deux va passer classiquement par un cloud VPN, achat ou classique, ou un interconnect en version dedicated ou partenaire. Ici d'ailleurs au passage, il n'y a que dedicated, mais ça pourrait être une version partenaire. Donc en résumé, on aura besoin pour la solution d'un Google VPC avec au moins 2 subnets à l'intérieur. Il y aura un subnet pour les CVM, et donc la CVM c'est la contrôleur VM, donc c'est la VM0 qu'il va y avoir dans un cluster. Donc je vais rajouter ici qu'on a également, en plus de la CVM, la HV, qui est l'hyperviseur, qui est en général son adresse IP. Et puis ensuite, on aura effectivement, sur ce premier subnet également, le prisme central, le ou les machines prisme central, et les trafics des machines virtuelles utilisatrices, ce qu'on appelle les user VM, qui sortiront du monde réseau Nutanix, Flow, au travers d'une translation d'adresse. Donc ça va se matérialiser ici avec plusieurs espaces d'adressage IP, plusieurs siders. Il y en aura un primaire et un des secondaires. Ça, vous savez qu'au niveau d'un VPC et d'un subnet côté Google, on a le sider primaire et puis on a des secondaires. Donc le primaire, effectivement, sera utilisé par la CVM et HV, donc les adresses IP de cet espace d'adressage seront données à chacun des nœuds du cluster et aux 2 composants principaux qu'il y a sur chacun des nœuds du cluster. Et pour les ranges secondaires, eh bien, les ranges secondaires seront utilisés pour ce qu'on appelle les floating IP, pour les machines virtuelles qui vont sortir en faisant de la translation d'adresse. Et donc il y aura un alias IP qui sera fait sur les interfaces du nœud. Là encore, je rappelle que les nœuds sont des nœuds avec une seule interface réseau au sens bare métal. Le deuxième subnet qu'on aura dans ce Google VPC, ce sera un subnet dit NONAT, qui sera le subnet permettant de sortir du monde Flow Networking en faisant du routage derrière. Et donc c'est le prérequis. Donc dans les assistants de déploiement, on le verra, il y aura la demande de dans quel VPC on veut déployer, quel est le subnet pour le trafic NAT et HV, PC et CVM, et on aura une deuxième question sur le subnet NONAT. Le cluster Nutanix qui va tourner dans Google aura besoin de se connecter au control plane NC2. Donc le control plane NC2, qui s'appelle encore le portail NC2 ou la console NC2, c'est un service SaaS que Nutanix opère et qui sert en fait à piloter les déploiements, les changements de configuration, les destructions du cluster. Vous ne ferez pas la création d'un cluster Nutanix directement depuis les interfaces de Google dans la console ou les API de la ligne de commande, mais ça se fera bien au travers des interfaces on va dire d'administration de Nutanix, qui elles après vont appeler les API de Google. Donc il y aura besoin d'une communication entre effectivement notre portail NC2 et l'environnement Google, et il y aura besoin également post-déploiement d'une communication permanente, simplement parce qu'on va vérifier le bon état de santé des différents composants du cluster, et donc il y aura besoin d'une connectivité entre guillemets vers l'internet. C'est pour ça que de base, si on fait le déploiement en disant crée-moi le VPC de manière automatique, il va vous demander, ils vont vous créer un cloud router et une cloud NAT gateway. Donc la cloud NAT gateway permet de sortir sur l'internet. Le cloud router, c'est ce qui va piloter c'est le contrôle plane de la NAT gateway. Et on servira du cloud router si on a des connexions interconnect et si ensuite on fait du BGP pour propager les routes du on-prem vers notamment le VPC Google.
En connectivité hybride, comme je l'ai dit, on va supporter forcément une interco réseau classique avec du Cloud VPN, le classique ou le HAVPN. Alors le classique, effectivement, on n'est plus trop censé l'avoir parce qu'il n'y a qu'un seul tunnel, il y a assez peu de résilience. On a plutôt une tendance à privilégier la partie HA. Là encore, après, ça dépend des équipements disponibles dans le data center en face. Et le Cloud Interconnect, qui n'est plus ni moins que une connexion privative, passant par des connexions, on va dire, réellement physiques, soit directement dans les points de présence où est Google, auquel cas, là, on va passer par une connectivité dédiée, on peut passer par une connectivité dédiée si le client amène ses propres équipements dans l'endroit où il y a le POP, soit on peut passer par un réseau de partenaires, donc ça sera du Cloud Interconnect Partner, et là, c'est le partenaire qui, généralement par le MPLS, va faire la connectivité et assurer la connectivité vers Google. Bon, ça c'est du classique, c'est pas vraiment du spécifique Nutanix, mais c'est des discussions qu'il faudra avoir lors d'un projet NC2 sur Google Cloud si vous souhaitez faire de l'interconnectivité entre votre on-prem, vos clusters Nutanix on-prem et vos clusters Nutanix qui vont tourner dans Google. On ne va pas exposer pour les communications interclusters, on ne pourra pas passer par des endpoints publics, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Sur la partie flow networking, on verra, donc ça c'est le software defined network de Nutanix, et donc on verra que il s'administre dans les consoles d'interface Nutanix dans Prism Central, pour ne pas le citer, et on verra effectivement la présence de ce qu'on appelle un transit VPC. Alors ici, on devrait même dire un transit flow VPC, parce que flow networking c'est la technologie de Nutanix, et puis là ici, on pourrait dire un user flow VPC, si on ne veut pas confondre la notion de VPC Nutanix avec la notion de VPC Google. En termes d'interface de management, comme je l'ai dit, pour provisionner un cluster, on aura besoin du portail NC2, qu'on peut accéder facilement par l'URL cloud.nutanix.com, qui s'appelle également le portail MCM ou la console NC2. Voilà. Donc ce portail-là va servir pour provisionner les clusters, pour gérer l'agrandissement ou le rétrécissement du cluster, et puis pour le détruire. Il n'y a pas beaucoup d'autres opérations qui sont faites derrière. Au niveau de la gestion en tant que telle de Nutanix, ça c'est exactement comme on-prem. Utilisation de la console Prism Element qui permet de gérer un cluster et d'avoir les options basiques d'un cluster. La console PC Prism Central, elle, va permettre de gérer un ou plusieurs clusters et surtout de gérer des fonctionnalités telles que le SDN, donc le fameux Nutanix Flow Networking. Sur la partie Google, il y aura besoin effectivement d'utiliser, pas les API de AWS, on va dire les API de Google. Sur l'administration de Google, il y aura des besoins, parce qu'il y a des prérequis avant de pouvoir connecter notre console à l'environnement Google. Il y a probablement des règles de routage à faire, des règles d'interconnexion, des règles de firewall. Donc on va dire que la connectivité réseau et la partie sécuritaire au sens communication, effectivement, sera fait par les interfaces classiques de Google. Dernière chose, pour provisionner et gérer effectivement ces portails, c'est une interface graphique, c'est une UI, c'est un portail derrière. Et dans ce portail, en fait, on va créer ce qu'on appelle un cloud account, qui va matérialiser finalement les comptes de service qu'on va utiliser pour se connecter sur les API de Google Cloud. Il existe également des API pour NC2 qui vont permettre, en fait, avec des appels en REST, tout simplement, d'aller déployer de manière automatisée via du code des clusters Nutanix. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus utilisé, mais au moins ça existe. Dernière chose au niveau IAM, là ça va être important, on va avoir besoin de service account. Donc il y aura un service account qui doit être créé côté Google et qui va être donné, donc ce service account va être donné donc au portail NC2, et c'est celui qu'on va rentrer quand on aura ici le cloud account. Donc, on créera une key de type JSON qu'on fera passer ici. Et puis le deuxième service account qui sera utilisé, donc ce service account-là sera vraiment utilisé par notre portail pour aller provisionner et gérer les clusters. Le deuxième service account, ce sera celui de Compute Engine, et donc il sera attribué au nœud. Donc on peut effectivement de base utiliser le générique qui est Project Editor et Compute, développeur G-Service, et sur celui-ci, on aura un custom role sur lequel on va lui donner un certain nombre de privilèges derrière. Donc globalement, il y aura deux custom roles. Il y aura un custom role qui sera dédié effectivement à l'identité programmatique utilisée par le portail,
et on fait le principe du moindre privilège en demandant juste ce dont on a besoin pour pouvoir déployer un cluster et le gérer. Et ensuite, au niveau des nœuds, c'est pareil, on va simplement prendre le custom role des nœuds qu'on vous fournira et l'associer au project ID. En termes de documentation, la documentation est en ligne, au même titre que celle des autres hyperscalers, et donc vous avez toutes les étapes derrière pour commencer à planifier, voir les régions qui sont supportées, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, je vous parlais ici de Weatherland. Par exemple, les 3 types sont disponibles ici aux Pays-Bas. Alors on a la Belgique ici, la Belgique, elle a juste des Z3. Voilà. Donc ça, c'est important d'aller regarder tout ça, de regarder bien les prérequis qu'on a besoin derrière. C'est plutôt bien documenté. Sur cette chaîne, je vous ferai très prochainement un workflow de déploiement en mode pas à pas qui expliquera tout ça. Notez également les limitations. Le produit vient d'arriver, donc potentiellement il peut y avoir des choses qui sont à tenir compte. Il y a par exemple des limitations sur le réseau, il y a certaines plages d'adresse IP à ne pas utiliser, donc ça, il faut le vérifier avant de faire un déploiement et pas être surpris a posteriori. En termes de support, c'est relativement simple. Le support est pris en charge principalement par Nutanix pour toute la partie logicielle. Si on a un problème lié à l'infrastructure, c'est-à-dire vraiment sur les barres métal en tant que telles, effectivement, il pourrait y avoir l'ouverture d'un ticket de support auprès de Google. Là encore, nos supports sont capables de faire passer les informations au support de Google. C'est un travail collaboratif derrière, donc il faut surtout pas hésiter. C'est plutôt bien documenté derrière, dans la documentation de Nutanix. Et puis là encore, quand vous donnez l'accès au support à votre cluster, il y a des méthodes qui sont prévues dans les consoles et qui vous permettent en fait d'ouvrir notamment des tunnels pour que les ingénieurs SRE de notre support puissent se connecter et vous aider à dépanner le cas échéant. En termes de prix, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la solution elle se découpe en deux parties sur les coûts. Il y a forcément le coût du logiciel Nutanix. Comme je l'ai dit, c'est du logiciel tout à fait classique. Donc, c'est ce qu'on appelle les licences NCI, Nutanix Cloud Infrastructure. Et soit vous les avez déjà achetés par le véhicule transactionnel habituel, avec les revendeurs Nutanix, et vous pouvez reprendre des licences existantes et les utiliser. Soit vous avez également l'option de faire du pay-as-you-go, et ce qui est économiquement moins intéressant, mais qui peut parfaitement répondre aux besoins notamment d'élasticité ponctuelle. Et là, dans ce cas-là, vous irez prendre le bar métal qui vous intéresse, et vous aurez ici, en fonction du niveau de fonctionnel et de licence que vous voulez, donc NCI Pro par exemple pour un Ultimate, et là vous aurez le prix horaire qui va couvrir les licences par nœud et par par nœud et par heure. Voilà. Ensuite, on vous serait facturé sur ce pay-as-you-go une fois tous les mois. Voilà. Sur la partie Cloud Ressources Google, je pense que le plus simple c'est d'aller sur le calculateur de Google, et ensuite vous allez prendre les instances de type compute et regarder les prix associés, tout simplement. Voilà, cette brève introduction à Nutanix Cloud Cluster sur Google Cloud est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne ou à vous abonner, parce qu'il y a d'autres contenus qui vont arriver, notamment sur NC2, Google Cloud. Donc stay tuned, comme on dit aux États-Unis. Merci, bonne journée. Au revoir.